Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, je fais une petite pause au sein des instants de survie consacrés aux chercheurs pour faire un détour vers la classe qui a été un peu mise de côté. J'ai nommé la classe des mystiques. En effet, on se souvient qu'à l'époque, il y a plusieurs mois, VinQuest nous avait rejoint momentanément sur la chaîne pour nous proposer un concept d'instinct de survie relatif aux mystiques, mais davantage tourné sur l'aspect fluff, c'est-à-dire thématique, en nous proposant des decks non pas optimisés, mais jouant sur des éléments correspondant bien à certains personnages. Il avait dans cette veine-là proposé un deck Agnès Baker et un deck Jim Culver, que je vous encourage à aller voir, puisque, comme je le disais, ce sont des decks non pas optimisés, mais qui ont le mérite d'avoir une grosse cohérence à l'égard de l'investigateur de jouer, et en plus, honnêtement, ça change un peu, ce sont des decks très sympas à jouer. Alors, pourquoi est-ce que je fais, on va dire, une petite digression au sein de la série que j'étais en train d'effectuer? Eh bien, parce que il y a quelques semaines maintenant, Val 1331 est venu nous voir à l'Arkham JCE TV et a demandé à poster un message public pour savoir si des gens étaient intéressés pour tester les decks qu'il était en train de mettre en ligne sur ArkhamDB. Ce sont des decks fluff, assez sympathiques, divers et variés, avec beaucoup d'investigateurs, et il a, ce gars-là, Val 1331, a acquis quand même une certaine notoriété au sein d'ArkhamDB, donc c'était assez intéressant. J'ai pris contact avec lui, j'ai testé quelques decks, et je me suis arrêté notamment sur un deck mystique, qui est le point de départ de cet instinct survie. Donc merci à lui pour proposer autant de decks sur ArkhamDB et d'être rentré en contact avec nous, de façon à nous proposer ces decks à tester. Il y aura sûrement à l'avenir d'autres petites tests, d'autres petites collaborations avec lui. Néanmoins, voilà, aujourd'hui je vais vous présenter, dans le cadre des decks mystiques fluff avec un pool de cartes complet, l'investigateur du jour. Donc comme d'habitude, investigateur, et cette fois-ci je vais vous parler d'un deck solo qui est en fait le deck multi que lui proposait remanié à ma sauce pour effectuer du solo, et un deck multi qui est de mon cru, ou en tout cas d'une réflexion commune avec d'autres personnes qui datent d'il y a un peu plus longtemps, mais ce sont deux decks différents mais vraiment thématiques avec le père Mathéo. Le père Mathéo, c'est ce mystique de la civilisation oubliée qui est le prêtre, qui a 4 de volonté, 3 d'intelligence, 2 en force et 3 en agilité, qui a les traits croyant et rêveur. Réaction: quand un investigateur révèle un pion KO, échec automatique, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place, limite d'une fois par partie. Son signe des anciens, vous réussissez automatiquement. Après la fin de ce test, choisissez une des options suivantes. Soit on pioche une carte et on gagne une ressource, soit, si c'est votre tour, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. Il a 6 points de vie, 8 points de santé mentale, une taille de construction de deck de 30, des critères de construction de deck, carte mystique de niveau 0 à 5, carte bénie de niveau 0 à 3 et carte neutre de niveau 0 à 5. Il a 5 points d'expérience bonus au début de la campagne, chose qui avait vraiment fait débat au début à la sortie de cet investigateur, puisque c'est lui qui a ouvert le bal sur ce genre de deck building. Sa carte signature, le Codex des âges, un soutien qui coûte 2, qui est une icône de volonté, une icône libre, les traits objet, relique et livre béni, deck du père Mathéo uniquement, scellé, le signe des anciens. Vous gagnez plus 1 de volonté tant qu'il y a un pion scellé sur cette carte. Réaction: quand vous devrez révéler un pion KO de la réserve du chaos, défaussez le Codex des âges, résolvez le pion signe des anciens qui était scellé sur cette carte comme s'il venait d'être révélé de la réserve du chaos, au lieu de révéler un pion de la réserve du chaos. Ça occupe un slot de main. Point particulier déjà, c'est l'une des rares, si ce n'est la seule carte signature qui n'a que 2 icônes et non pas 3. Bon, la carte signature de Finn a aussi que 2 icônes, mais comme il y a des produits de contrebande qui a aussi une icône, l'un dans l'autre, ça fait 3. Ça, on va enchaîner avec sa faiblesse signature qui est les serpents de Yig, une faiblesse ennemie qui a 2 en force, 3 en point de vie, 2 en agilité, les traits humanoïdes, monstres et serpents, proie, le père Mathéo uniquement, chasseur, révélation, cherchez le pion KO dans la réserve du chaos et scellez-le sur les serpents de Yig, et il fait un dégât et une horreur quand il attaque. Le père Mathéo, voilà, comme j'ai dit, c'est un investigateur qui a fait quand même pas mal de débats à l'époque parce qu'il avait un deck building très restrictif, à l'instar de Marc qui était sorti avec le cycle d'avant, le cycle de la civilisation oubliée.
ainsi qu'Akashi. Mais c'était le deuxième mystique avec un pool de cartes très réduit, encore presque monocolore, d'autant plus à l'époque c'était complètement monocolore, il y avait des cartes bénies, il n'y en avait quasiment pas je crois lors de l'arrivée de la cive, voire pas du tout, peut-être, en dehors des mystiques. Ce qui fait que bon, c'était un peu redondant et c'était un peu compliqué, il était tombé assez vite aux oubliettes, et moyennant quelques améliorations, quelques extensions par la suite, il est revenu un peu, notamment dans le cadre du cycle d'Innsmouth, qui là nous donne tout un tas de cartes bénies. Ça a un peu renouvelé et ça a surtout permis de sortir le père Mathéo des cartons ou des classeurs. Son Elder Sign, à mon avis, c'est le meilleur Elder Sign du jeu. Oui, on ne peut pas s'appuyer sur un Elder Sign, néanmoins, il nous fait réussir automatiquement. Donc rien que ça en fait le meilleur Elder Sign du jeu. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on peut au choix choisir soit de piocher une carte et de gagner une ressource, soit si c'est notre tour d'effectuer une action supplémentaire. C'est de loin, sans équivoque, le meilleur Elder Sign de tous. Il n'y a pas à dire, c'est super. C'est super, et bon bah, sa capacité qui est de venir annuler un pion échec automatique aurait dû donner envie à Shep de le jouer plus souvent, je pense, même si c'est qu'une seule fois par partie. Mais sa capacité, certes c'est du one-shot, mais pour le test décisif du scénario, c'est quand même très confortable. Le Codex des âges, bon, c'est une carte signature qui... Alors je dirais pas qu'elle est bien construite, mais voilà, c'est un peu du donnant-donnant, quoi. Sceller le signe des anciens, qui pour Mathéo est le meilleur du jeu, encore une fois, pour avoir un plus 1 de volonté. En solo, oui. En multi, bon, encore une fois, on ne mise pas sur le signe des anciens, mais néanmoins, c'est vrai que ça peut embêter certains partenaires qui sont là en mode, bon, on nous prive du meilleur pion du jeu. Mais bon, c'est pas non plus si grave que ça, encore une fois, quand on passe un test, quand on réalise un test, on n'est pas là pour chercher le Elder Sign. Mais voilà, c'est pas une carte signature qui est oufissime. C'est un peu un écho à sa capacité, puisque ça nous permet, alors non pas d'annuler un pion, mais de résoudre le pion signe des anciens qu'il y a dessus. Donc quelque part, on évite l'aléa du Chaos Bag. C'est très bien, hein, franchement, c'est très très fort. Ça veut dire que le père Mathéo, à tout le moins, comme ça, par 2 fois, peut s'assurer la réussite d'un test. Sachant que le Codex des âges ne s'applique qu'à lui, quand vous devriez révéler un pion KO, pas un investigateur dans votre lieu. Donc c'est vraiment une carte signature un peu égoïste, on va dire. Le serpent de Yig, honnêtement, en solo comme en multi, c'est pas une faiblesse signature qui est vraiment si embêtante que ça. Alors oui, elle a 3 points de vie, ce qui nécessite de la combattre. Néanmoins, 2 en force, ça se gère quand même assez bien. Alors avec une collection limitée, oui, on n'a que le flétrissement, on n'a que la flamme azurée, donc il faut utiliser 2 charges. Néanmoins, dès lors que vous avez les dévoreurs de rêves, vous avez la lame spectrale, ça fait 3 dégâts d'un seul coup. Bon bah voilà, le serpent il est géré avec une carte, une attaque, qui additionne en plus la volonté à notre force, c'est très bien. La proie c'est le père Mathéo uniquement, donc il va exclusivement chasser, engager et attaquer le père Mathéo. Donc en multi, les autres ils sont tranquilles. Et la révélation, chercher le pion KO, signe des anciens dans la réserve du chaos, scellé sur les serpents de Yig. Finalement, je pense qu'il y a eu un petit oubli de la part des designers, parce que si le signe des anciens est scellé sur n'importe quelle carte, sur le Codex des âges notamment, le serpent, il va pas chercher le signe des anciens, puisqu'il va le chercher que dans la réserve du chaos. Donc quelque part, le serpent, ça arrivera. Dans un deck lambda, ça arrive, allez, on va dire une fois sur 2. Dans un deck bien construit, très souvent, le serpent ne scelle pas du tout le signe des anciens sur lui, parce qu'il est déjà scellé sur le Codex des âges. Donc bon. Bref, on va aller au-delà de l'investigateur, hein. On n'est pas là pour faire vraiment un gros décortiquage du père Mathéo, mais plutôt de voir un peu ces decks, ces fameux decks fluff. Et on va commencer par le deck solo. Donc comme je l'ai dit, j'ai pris le deck multi de Val 1331, et je l'ai adapté pour du solo, sachant que j'ai joué la campagne des Clés écarlates avec. La thématique du deck, c'est Mathéo et le codex intemporel. La mécanique qui se cache derrière ce deck, c'est en fait celle de venir recycler le codex des âges pour avoir
pour utiliser en fait la capa du codex des âges le plus souvent possible. Avoir le codex, le défausser pour révéler le signe des anciens, avoir la capa de Matteo, recycler le codex des âges, et pour ça, il nous faut récup, évidemment pour venir récupérer le codex des âges. Le miroir astral, c'est bien parce que ça nous donne un slot de main supplémentaire, et surtout ça nous donne une action supplémentaire pour pouvoir poser le codex des âges une fois qu'on l'a recyclé avec récup de niveau 0. Et il nous faut quand même pas mal de ressources pour pouvoir financer ça. Alors, précision, le miroir astral donne un slot de main supplémentaire si on a des slots d'arcane de vide, il me semble, c'est ça, de mémoire. En enquête, on va enquêter via les sorts évidemment, et la gestion des ennemis dans ce deck-là se fait à 85% par la fuite. Vous verrez avec quels moyens. Donc, Matteo et le codex intemporel. Voici donc le deck de base, avec du coup, pour avoir récup dans le deck, là, le fait d'aller chercher versatile. D'ailleurs... Ah, j'ai dû couper, bon désolé, j'ai dû couper un peu trop bas, mais vous vous en doutez. Non, même pas, non pardon, même pas. Il n'y a pas, j'allais dire qu'il y avait dans le vif du sujet, mais non. Le père Matteo ayant 5 points d'expérience en début de construction de deck, j'ai utilisé du coup ces 5 points d'expérience, déjà pour avoir versatile, pour avoir récup, pour avoir embrouillé, pour avoir plus de sorts de fuite, tout comme les brumes de rallier, qui me donnent en plus des actions supplémentaires, soit pour le déplacement avec les brumes, soit pour autre chose avec embrouillé. Lire l'avenir pour enquêter, ce qui me fait un trio de sorts d'enquête. Lire l'avenir, 6e sens, lire l'avenir qui va me servir à choper les indices 2 par 2. Et sacrifice pour venir défausser les fameux soutiens sorts qu'on a, on en a 6, et gagner des ressources pour aider à recycler le codex des âges. Bon, on a vu le module un peu fuite, le module enquête. Le module fuite, il est accéléré par la canne épée, qui va nous permettre, bon, s'il y a des ennemis avec un point de vie, de les gérer, sinon de fuir aussi. En plus, c'est encore du gain d'action, hein, avec la pause, on utilise directement la capa de la canne épée. Ça, c'est cool. Sur le combat, on a de l'âme spectrale, évidemment, pour gérer notamment le serpent. On a lire les signes, pour les lieux à forte valeur occulte, et notamment ceux qui ont deux indices. Et après, en fait, on a des choses pour soit du cancel, avec nier l'existence, sort de protection. On a de quoi se booster avec l'écran, les promesses de pouvoir, évidemment. On a aussi de quoi avoir des ressources, comme j'ai dit, donc le sacrifice, important, très sympa comme carte, moi j'aime beaucoup personnellement. La voie de rat, bon, pas ouf, en vrai moi j'ai pas eu de chance quand j'avais ma voie de rat, je crois que les 2 fois ça ne m'a donné qu'une seule ressource, c'est bien dommage. 2 planques et 2 libérer l'âme qui serviront tantôt pour poser les sorts, tantôt pour avoir des boosts. Et avec tout ça, il nous faut quand même de la pioche, donc le parchemin des secrets, en version tabou, la capacité du parchemin des secrets est rapide, et je joue en tabou. L'initier aux arcanes pour essayer d'avoir mes sorts le plus vite possible. Et évidemment le sacrifice aussi qui peut faire tantôt de la pioche, tantôt des ressources selon les besoins. Évidemment, l'idée principale c'est quoi? C'est d'avoir récup le plus vite possible et d'aller chercher le codex des âges par la suite. On aurait pu peut-être avoir un sac à dos pour aller chercher le codex des âges. Néanmoins, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'objets dans le deck. Donc bon, le pendule de cristal, oui évidemment, hein, parce que à partir du moment où on a le codex des âges, avec le pendule de cristal, on sait quel pion on va révéler, et donc ça va nous permettre d'avoir de la pioche. Voilà, idem pour Prescience. On sait quel pion on va révéler, on sait de combien on va réussir, donc on va pouvoir récupérer des sorts, notamment les cancels. Moi personnellement, je récupérais surtout les cancels, parce qu'au niveau des charges, des brumes, d'embrouiller, lire l'avenir 6e sens, bon voilà, surtout 6e sens qui n'a pas de charge. C'était pas mal. Au niveau de la courbe des ressources, on le voit, c'est un deck qui est peut-être un poil cher, d'où le fait d'avoir beaucoup de générateurs de ressources. Et au niveau des icônes, évidemment, pléthore d'icônes de volonté, beaucoup d'icônes libres et très peu du reste. Sur du coup le deck final, on a un deck qui arrive avec 5 scénarios de jouer, 42 XP au total, et j'y viens. C'est vrai que je n'en ai pas parlé dans la présentation du deck de niveau 0. J'ai fait le choix de prendre dans le terrier du lapin et recherche ésotérique. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je me suis dit que c'était le moment de l'essayer et d'essayer de pousser le deck Matteo le plus loin possible.
Donc je le rappelle, le recherche ésotérique, moyennant 2 traumatismes mentaux, j'avais des bonifications lorsque j'améliorais des sorts. Et le terrier du lapin me permettait d'avoir des ristournes pour augmenter, pour améliorer des cartes, mais générer un surcoût pour acheter des nouvelles cartes. Du coup, ce qui a fait que sur 5 scénarios, alors c'est pas la configuration qui permet de rentabiliser un maximum recherche ésotérique et dans le terrier du lapin. Néanmoins, avec 5 scénarios, j'ai réussi à avoir un gain de 15 XP, une perte de 4 XP, ce qui fait un gain net de 11 XP au total. Alors oui, normalement je devrais être à un gain de 16, non rompu à la mécanique. La première, sur les premiers hubs, je me suis lourdé et je n'ai gagné que 3 XP, non pas 4. Bon, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Le deck s'achève du coup avec 42 XP, ce qui est quand même plus qu'honorable pour 5 scénarios. Ça fait 8 points d'XP par scénario. C'est quand même pas mal, sachant qu'en plus, le 5e et dernier scénario donne lieu à des XP supplémentaires. Je crois que j'en avais eu 7. Donc bon, sans compter encore une fois la ristourne du terrier de lapin et la recherche ésotérique. Donc quelque part, les 42 XP, c'est en ayant joué vraiment ou amélioré que à l'issue de 4 scénarios. Donc ça fait plus de 10 XP par scénario. C'est super sympa. Mais bref, alors, au niveau du coup des améliorations, évidemment tous nos sorts ont été améliorés grâce à recherche ésotérique et dans le terrier du lapin. L'écran aussi, les planques aussi, on a un deuxième sacrifice et on a eu le temps d'améliorer un parchemin des secrets. Ce qui du coup a généré un surcoût, c'est évidemment le miroir astral de façon à avoir une action supplémentaire pour poser le codex des âges. Le joyau d'Auréolus, moi j'avais vraiment envie de jouer cette carte, surtout qu'avec le nouveau tabou, c'est dès lors qu'on révèle un pion symbole, quel que soit le symbole, et on vient du coup gagner soit de ressources, soit piocher une carte. Donc j'ai trouvé ça plus sympa que le pendule de cristal, même si ça ne donne pas un boost en volonté. J'avais bien envie, moi j'aime bien cette carte. Donc c'est purement personnel, le pendule marche très très bien et donne en plus le petit boost en volonté. Néanmoins, j'ai trouvé que le joyau d'Auréolus permettait d'avoir cette flexibilité ressources pioche de cartes. On pouvait choisir l'un ou l'autre, c'était assez intéressant. Un petite catastrophe sur la fin, voilà, pour s'amuser. Atrig encore une fois un signe des anciens, c'est toujours sympa. Et puis on est pas mal, alors, on va rentrer du coup dans l'explication, parce que là je vous ai donné un deck, mais j'ai pas vraiment expliqué en quoi ce deck était très fort. Ce deck, c'est un peu un diesel, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas le codex des âges et récup, en fait, c'est un deck normal qui tourne sans plus. Mais une fois que vous avez réussi à mettre en place votre outil de récupération du codex des âges, et a fortiori une fois que votre deck est un deck à XP, donc avec le petit gain d'action qui va bien, etc. En fait, toutes les actions que vous avez, entre guillemets, perdues pour piocher des cartes, trouver le codex, trouver récup, etc., vous les récupérez à Mac 12. Ça s'est surtout vu sur les 2 derniers scénarios, où en fait le père Mathéo, il a envoyé du lourd. Donc, je vous donne un peu le déroulé d'un tour classique sur les 2 derniers scénarios, et même le 3e scénario, ça commençait déjà à être ça. Première action, je fais un 6e sens, j'enquête dans mon lieu, alors 6e action de niveau 4 ou de niveau 0, peu importe. Je défausse le codex, du coup fais une réussite automatique, ce qui me permet d'utiliser récup. J'active la capacité de Mathéo en demandant d'avoir une action supplémentaire, et j'active le joyau d'Auréolus pour avoir 2 ressources supplémentaires. Ce qui fait que, au global, j'ai récupéré un indice, j'ai de nouveau le codex dans ma main, j'ai 2 ressources pour le payer et j'ai une action supplémentaire, donc il me reste 3 actions. Deuxième action, grâce à mon miroir astral, avec mon action supplémentaire, je repose le codex des âges. Donc j'ai utilisé les 2 ressources du joyau d'Auréolus. Ça fait 2 actions sur 5. Je fais mon déplacement pour aller dans un autre lieu, parce qu'évidemment j'étais dans un lieu avec un seul indice. J'utilise mon 6e sens à nouveau avec le codex que j'ai posé avec le miroir astral, et ce qui fait que j'ai une action supplémentaire grâce à mon nouveau Elder Sign. Je ne peux pas utiliser récup une deuxième fois parce qu'il est déjà incliné et je ne l'ai
qu'en un seul exemplaire. Je me déplace et je refais un 6e sens. Voilà, ce qui fait que en un tour, j'ai eu 6 actions et non pas 3. J'ai gagné 2 ressources que j'ai perdues pour reposer mon codex. J'ai enquêté 3 fois, donc j'ai récupéré 3 indices. Si jamais on était en multi, le 6e sens de niveau 4 aurait peut-être permis de récupérer un indice supplémentaire, ou on aurait pu le faire avec un rituel de recherche, ou avec une clairvoyance, on aurait récupéré 6 indices. Tout était transparent. Alors on aurait utilisé des charges, on aurait vidé notre 6e sens ou notre clairvoyance, mais on aurait récupéré quand même 6 indices, et tout ça dans le plus grand des calmes, sans être inquiété à aucun moment par le Chaos Bag, en ayant du coup révélé 2 signes des anciens Elder Sign. Donc très très fort, vraiment très très fort, et en vrai là comme ça peut vous paraître un peu surfait, usine à gaz, mais en fait, comme tout ce qui vous intéresse c'est de quoi enquêter, le codex, récup, c'est vraiment ces cartes-là, et le miroir astral et le joyau, c'est un peu du surplus. Là, j'ai mis le joyau parce que c'est vraiment la mécanique aboutie, sans perte de ressources, etc. Néanmoins, vous avez quand même pas mal de ressources avec les planques, les libérellames et tout. Vous n'avez pas un besoin impératif d'avoir le joyau de poser. Piste d'amélioration, oui, puisqu'à l'issue, quand même, on en a discuté avec Val. Et moi, je m'étais permis de faire des modifications par rapport à son deck multi, parce que j'avais ma sensibilité, je suis un joueur sensible, hein, et en tout cas, j'avais ma vision des choses. On peut prendre versatile en 2 fois, ce qui nous permet d'avoir 2 récup. L'avantage, c'est que, quelque part, on a un rapport nombre de récup deck global plus intéressant. On a 2 récup pour 44 contre 1 récup pour 35 cartes. C'est quand même plus intéressant. Et avec les slots supplémentaires, il faut essayer de trouver de la pioche. Clairement, il faut essayer de trouver de la pioche, quelle qu'elle soit, mais il faut choper de la pioche. C'est vrai que mathématiquement, j'aurais dû prendre 2 versatiles et 2 récup. Après, néanmoins, c'est vrai que moi, j'avais envie d'avoir comme j'étais en solo, encore une fois, j'avais envie d'avoir un module d'enquête et de fuite assez conséquent, donc je ne voulais pas utiliser 4 XP pour 2 versatiles. Je voulais vraiment avoir 3 XP pour améliorer du coup mon enquête, ma fuite et ma gestion des ressources. C'était mon point de vue en tant que joueur de solo. Après, vous pouvez très bien avoir 2 versatiles et du coup, quelque part, avoir, on va dire, des choses supplémentaires ou différentes dans le deck du coup de 44, puisque vous avez 4 slots supplémentaires. Ces 4 slots au niveau 0, vous pouvez rentrer 2 Olive McBride qui vous permettront de avoir peut-être des signes des anciens de temps à autre sans avoir le codex des âges en jeu. C'est possible aussi. Vous pouvez aussi envisager peut-être la pierre ctonienne pour sceller... Non, la statue grotesque pour révéler 2 pions, en choisir qu'un. Évidemment, vous pouvez du coup avoir 2 miroirs astral dans votre deck et non pas 1. Donc, il y a matière à faire d'autres choses. Voilà, la canne épée, on peut la remplacer par la statue grotesque. Pour la gestion des ressources, c'est vrai que moi, j'aimais bien Sacrifice, donc j'ai utilisé Sacrifice. Néanmoins, voilà, vous avez le choix entre Antiquaire et Fin Limier. Antiquaire qui viendra vous aider sur les reliques, et je sais plus quoi, mais notamment les reliques, donc le Codex des Âges, et le Fin Limier qui vient vous aider sur les livres, dont le Codex des Âges, et d'autres choses, les rituels, et je sais plus quoi. Bref, ces 2 cartes très classées, dont j'ai oublié exactement quels traits elles alimentent, sont intéressants et peuvent être une alternative de choix par rapport à la façon, ou en tout cas par rapport aux cartes que moi j'ai voulu jouer dans mon deck solo. Et c'est peut-être même plus fort que ce que j'ai fait, parce que ce sont des soutiens qui nous filent 2 ressources à chaque fois, ce qui veut dire qu'en fait à chaque tour, plutôt que d'avoir le joyau, en fait avoir et le joyau et antiquaire, ou alors le pendule et antiquaire ou Fin Limier, parce que une fois que ce sera posé, ça coulera de source.
Je vous mettrai en description évidemment le lien vers le deck multi de Val 1331 parce qu'il mérite clairement le coup d'œil. Et puis lui, voilà, avec son expérience de joueur et notamment avec sa vision du duo ou du multi, il a opéré voilà, des choix différents des miens, dont ceux dont je viens de vous parler. Du coup, le deck multi pour le Père Mathéo, on n'est plus sur cette logique de recyclage du codex des âges, mais on est sur du bon vieux béni, avec Mathéo le prêtre béni. La mécanique qui se cache derrière tout ça, évidemment, c'est d'avoir un Elder Sign récurrent via la bénédiction d'Isis. C'était vraiment le build phare qui est arrivé suite à la conspiration d'Innsmouth. Un type de build que Nazo avait joué, que moi j'avais joué, et on n'est pas les seuls, mais je me rappelle qu'on en avait discuté ensemble. Les besoins, évidemment, c'est la bénédiction d'Isis, les traités bénis, et puis tout le package béni qui va bien. Les traités bénis, on le rappelle, il y a le traité gardien et le traité survivant qui sont tous les deux intéressants à plusieurs titres et qui vont bien avec le deck. Le rôle du deck que je vais vous présenter, c'est un rôle de combattant plus cancel. Moi, personnellement, j'avais joué ce Père Mathéo en tant que combattant et cancel. C'était un peu un troisième homme. Plus axé sur le combat quand même. Et du coup, le deck de Mathéo, le prêtre béni, le voici. Donc là, cette fois-ci, j'avais utilisé dans le livre du sujet. Alors, je l'ai remis au bout du jour avec 2-3 petits trucs. Donc, évidemment, la bénédiction d'Isis, la faveur du soleil, les Signum Crucis qui ne coûtent pas de points d'expérience. Ils ont été revus en version tabou à 0 XP. Le traité sacré pour utiliser de façon récursive la bénédiction d'Isis. Et puis le flambeau de Cthulhu, parce que c'est une carte qui est super forte dès lors qu'il s'agit de combattre. Ça, c'est pour les cartes à XP. Le module de combat vient se compléter avec la lame bénie, qui n'est certes pas la meilleure arme, mais qui permet d'introduire des pions bénis. Et avec la faveur du soleil, on s'assure d'avoir le petit boost qui va bien de la lame. Le flétrissement, évidemment, et les lames spectrales pour faire des dégâts 3 par 3 dans la foulée. Pour ce qui est du coup du module entre guillemets de soutien au deck, le Saint-Rosière pour avoir un petit boost en volonté parce qu'on jouait en difficile et il fallait envoyer quand même du lourd. Olive pour aider à utiliser la bénédiction d'Isis, évidemment. Garder la foi pour introduire du béni, nier l'existence et sort de protection et sort de radiance pour le cancel. Donc on avait quand même un module de cancel assez important. Une planque pour aider au niveau des ressources. Cran maîtrise et prédestiné pour les compétences. Sachant que, étant donné qu'on a des bénis, on aurait pu aussi jouer préscience pour venir recycler les cancels. C'est vrai que là je ne l'ai pas fait, mais c'était une possibilité tout à fait envisageable et utile dans le cadre de ce deck. On le voit dans les permanents, là j'ai vraiment blindé le terrain du lapin dans le livre du sujet, les recherches ésotériques pour vraiment booster tout ça et avoir un maximum du coup d'XP, sachant que à l'époque du coup on l'avait joué sur les dévoreurs de rêves, donc juste 4 scénarios, mais les confins de la Terre n'étaient pas encore sortis, donc dans le terrain du lapin n'existait pas. Donc les besoins principaux du deck évidemment c'est de la pioche et des ressources. On est en multi, donc on s'attend à ce qu'il y ait des certaines correspondances, résonances, synergies entre les decks, et donc il s'agit pour les coéquipiers, notamment le combattant principal, de refiler de la pioche et des ressources à Mathéo. Pour ça, à mon avis, des investigateurs de choix qui viendront aider Mathéo, c'est Vincent Lee, qui peut faire office de chercheur plus soins, pioche, ressources, Joe Diamond et Caroline Fern. Joe qui peut enquêter et Caro aussi. Ces trois persos peuvent faire office d'enquêteurs au sein de l'équipe et ils ont tous les trois accès en fait à un pool de cartes alors, similaire dans le sens où ils peuvent prendre lutter ensemble de niveau 0 pour tous, de niveau 3 pour Caro, et celui de niveau 3 a une réelle plus-value, c'est vraiment une carte super forte. Ils ont connaissance profonde pour filer de la pioche de 3 cartes.
Vincent avec son pool de cartes survivant à la croisée des chemins. Voilà, ils ont quand même pas mal de possibilités. Ils ont travail d'équipe pour donner des ressources, etc. C'est assez intéressant et ça va venir mettre de l'eau au moulin de Matteo pour pouvoir payer l'ensemble de ces trucs. Autre possibilité, à mon avis, Preston et Finn qui eux vont plus jouer sur le côté ressources avec le pool de cartes truands et le pacte faustien notamment. Néanmoins, Finn, avec ses 5 cartes hors slot, chercheur survivant de niveau 0, peut donner un peu de pioche, notamment encore une fois avec connaissance profonde ou avec les croquis absurdes. Preston, lui, pourra aller chercher à la croisée des chemins, implacable. Donc c'est quand même assez intéressant. Implacable, je crois que c'est juste pour soi. Non, c'est pas juste pour soi. Ouais, je sais plus, mais bref, voilà, c'est du détail. Donc, c'est pas un deck qui est opti, encore une fois, la lame bénie, vous allez me dire, non mais c'est quoi ce truc de merde, c'est quoi ce cure-dent là, il sert à rien, c'est le Kukuri V2. Oui, mais c'est fluff, c'est sympa, c'est le prêtre voilà, qui arrive au milieu des contrées des rêves ou dans la forêt, qui essaie de bénir tout le monde. Et par ailleurs, bon, c'est pas la carte maîtresse du deck, si vous ne posez pas la lame bénie, si vous l'attribuez pour renforcer un flambeau de Cthulhu, ça va très très bien. Voilà. C'est sûr que je l'ai mise parce que c'est une solution d'introduction du béni qui est pérenne, certes pas très puissante, mais pérenne. Du coup, le deck final, le voici, c'est un deck à 28 XP brut, c'est-à-dire 28 XP à 100 prendre en compte dans le terrain du lapin et recherche ésotérique, parce que je n'ai pas joué ce deck-ci. Encore une fois, c'est juste une actualisation par rapport à celui que j'avais à l'époque sur les dévoreurs de rêves. Donc il y a clairement un manque à gagner. J'ai mis 28 XP parce que la limite de 29 était très bien et ça tombait comme ceci avec les améliorations nécessaires. Donc quand je dis brut, oui. Le terrain du lapin et la recherche ésotérique ont été prises en compte, mais uniquement pour un scénario. Donc j'ai pas un gain monstrueux là-dessus. J'ai dû gagner 4 XP, pas plus. Donc c'est pas énorme, mais ça vous laisse voir en fait avec du coup moins d'XP ce que ça peut donner et ce que ça peut donner en fait au fur et à mesure des scénarios, surtout sur une campagne plus longue. Bon, évidemment, il est sûr et certain que pour gérer le combat, le flambeau et le flétrissement niveau maximal, c'est sûr. Vous le voyez bien, la lame bénie a laissé sa place à une bénédiction d'Isis, logique, de façon en fait à pouvoir utiliser la bénédiction plusieurs fois, ou en tout cas la piocher plus rapidement. On a mis de côté, je sais plus quoi, pour avoir une deuxième faveur du soleil. Bon, c'est de la logique. Le Saint-Rosaire, lui, qui est amélioré de façon à avoir toujours le boost en volonté, mais surtout d'avoir une introduction du béni bien meilleure que la lame bénie. Qui plus est là-dessus, si jamais on a Preston ou Finn qui sont avec nous et qu'ils ont occupe-toi de celui-là, et à partir de là, ils nous refilent toutes les traîtrises à la volonté, et avec le Saint-Rosaire, on envoie d'autant plus de bénis. Donc ça, c'est sympa. Garder la foi bouge pas, on améliore la planque, on améliore l'écran pour avoir plus de pioches, le Signum Crucis est toujours là. Donc bref, voilà, des améliorations qui sont logiques, avec un deck là qui tient carrément la route. Alors, ce qui peut être intéressant en termes de traité, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Preston prenne l'antique traité ou que non, Vincent peut pas le prendre, mais alors il faudrait que voilà Joe, Caro prenne un traité sacré et que Matteo prenne l'antique traité. Bref, vous vous arrangez avec les uns et les autres de façon à ce qu'il y ait les deux traités bénis sur la table, de façon à vraiment filtrer en fait les bénis et faire en sorte que tous les joueurs n'en piochent pas ou que les joueurs qui en piochent les remettent dans le bac de façon à ce que ce soit Matteo qui en profite, puisqu'encore une fois c'est lui qui a le meilleur Elder Sign du jeu et il pourra, on va dire, avancer d'autant plus vite. Là honnêtement, sur un duo, ça peut être le combattant principal, je pense, sans aucun souci. Sur un trio, au niveau 0, il faudrait peut-être que le Finn ou que le Joe ou que le Vincent fassent un peu de gestion des ennemis d'une façon ou d'une autre,
Mais à partir du moment où vous en êtes là, il n'y a plus besoin de personne. Matteo, il roule tranquille, il va tout décimer sur son passage. Donc franchement, il n'y aura aucun souci. Évidemment, dans les autres améliorations que moi j'avais dans mon deck sur les dévoreurs de rêve, parce qu'à l'époque, encore une fois, on n'avait pas le flambeau, le deck était un peu différent, c'est rentrer E-Catastrophe et le saut du signe des anciens, voilà, qui vont coûter malheureusement un point d'XP supplémentaire dans ce deck à cause du terre et du lapin, mais ça vaut le coup. Entre les deux, le saut du signe des anciens est plus facile à utiliser, néanmoins il coûte plus cher. E-Catastrophe, si vous jouez avec une grande difficulté, difficile expert, bon clairement vous prenez le catastrophe directement parce que c'est quand même assez probable que vous ayez des mauvaises valeurs. Voilà. Voilà ce que je vais vous dire sur Matteo. J'espère que la vidéo vous a plu, que les deux decks vous auront inspiré, vous auront donné envie de jouer Matteo. Honnêtement, autant l'un comme l'autre, comme je les ai joués à peu près de cette façon-là, exactement comme ça pour le solo, à peu près ce deck-là sur le multi, franchement, c'était super. On a une satisfaction à réussir les choses avec Matteo en jouant sur ses probas du Chaos Bag, en ayant trouvé une combine pour recycler le codex ou en utilisant la bénédiction d'Isis, qui est vraiment folle. Et on en est d'autant plus satisfait que le personnage en soi, au début, nous paraît morne, nous paraît pas si fort que ça, alors que, encore une fois que la mécanique est bien huilée, ça envoie tout seul, ça envoie du lourd et c'est vraiment super sympa. On passe vraiment du très bon temps avec ce deck Matteo. Moi j'ai vraiment kiffé mes parties avec ce personnage, je le rejouerai sans aucune difficulté. D'ailleurs je regrette que pour les chasseurs du mythe, Trokitic ne m'ait pas sorti ce personnage là, mais bon, ce sera certainement pour une prochaine édition. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, je suis toujours preneur de vos retours et je serai ravi de vous répondre dans les commentaires. Proposez des améliorations, proposez d'autres decks spécifiques avec le père Matteo, fluff, optimisé, solo, multi. C'est toujours avec vos commentaires et vos propositions qu'on fait grandir la communauté et la chaîne par ailleurs. Je vous souhaite sur ce de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.